Bien, si vous voulez bien, on va ouvrir la séance d'aujourd'hui et on va d'abord faire le procès verbal de la séance précédente que va nous faire Jean-Marc Fichel. Alors, je lui ai demandé, il y a eu en introduction à la séance thématique de la semaine dernière un remarquable exposé ça tombe, c'est le lien, c'était pas organisé pour, d'un remarquable exposé africain par le docteur Sani qui travaille au Niger. Il y a une erreur qui n'a pas été changée, vous nous ferez le plaisir de la changer s'il vous plaît, parce que je vois que vous mettez Niamey au Tchad, c'est une erreur majeure, parce que c'est au Niger. Et il nous a fait un remarquable exposé sur le transfert de la chirurgie ou la chirurgie essentielle. Jean-Marc peut peut-être nous faire un résumé avant le procès verbal à proprement parler. Richard, tu as tout à fait raison, mais je ne l'ai pas changé parce que c'était comme ça sur le texte initial de l'Académie. En fait, c'est au Niger. On a assisté à une communication vraiment remarquable de la part du doyen de l'université de Niamey sur la formation à l'envers, concernant les difficultés, mais les succès en s'acharnant de la formation chirurgicale pour aboutir à une chirurgie faite en dehors du CHU. Donc la formation chirurgicale au Niger a progressivement évolué de 1974 à actuellement. Dans une première période de 1974 à 1992, ils ont créé des camps chirurgicaux qui ont été abandonnés du fait de leur lourdeur de fonctionnement et du fait qu'ils ne répondaient pas à la demande de la population où il fallait que la chirurgie soit à proximité de leur zone d'habitation. À partir de 1995 a été créée au CHU une formation universitaire de chirurgiens, aboutissant en 1997 à un DESC de chirurgie. Par contre, ils ont suivi tout à fait le modèle français. Et cette formation a permis, en 2004, donc sur un délai de plus de 10 ans, à aboutir à la formation de 50 chirurgiens complètement formés. Et d'un côté, ils ont vécu le côté négatif du succès, c'est que parmi ces chirurgiens formés, 80% restaient exercer en centre hospitalier universitaire à Niamey, et seulement 20% des praticiens formés allaient exercer en dehors de la capitale, voire encore moins en Bruxelles. Et c'est là où ils ont une idée que je trouve remarquable, c'est de former des médecins généralistes pour exercer en zone rurale après avoir eu une formation chirurgicale accélérée. Ils ont accéléré cette formation par une formation de 3 mois théorique en CHU, en associant une formation à la fois théorique et pratique, puis une formation spécifique de 30 heures de chirurgie digestive, essentiellement les hernies inguinales, singes ou étranglées, et les appendicectomies, 14 heures de chirurgie urologique et 30 heures de chirurgie gynécologique et d'obstétrique, pour aboutir à une mortalité nulle sur les césariennes réalisées par ces praticiens. Cette capacité de district a permis la formation de 143 praticiens diplômés entre 2005 et 2007, donc d'une certaine manière répondant aux besoins de la population. Et pendant cette période, le nombre de transferts entre la brousse et la ville a diminué de 52% et que les transferts concernaient essentiellement des fractures. Personnellement, j'ai été extrêmement admiratif de ce travail de fond mené par une équipe de chirurgiens formés à la française, de façon très traditionnelle, avec l'enseignement, le CHU, la vie universitaire. Et puis ensuite, comment aller exercer ça en des difficultés. Et comme vous le savez, notre ministre actuellement parle de la médecine en zone défavorisée, de la chirurgie en zone défavorisée, et on n'a pas véritablement réglé le problème. Donc quand on compare ce qui se passe dans notre noble ville de Paris, où certains d'entre nous portent des orthoprothèses branchées de leur thoracique descendante, et que dans un pays comme celui-là, le problème est de savoir qui fait des hernies inguinales étranglées, on se rend compte qu'on vit dans 2 mondes qui sont totalement opposés. Donc Richard Millet, en tant que président, a félicité l'orateur sur l'originalité de cette expérience et sur la qualité de la modalité des présentations. Il a fait une présentation de CHU, il est doyen, il a fait une présentation de CHU, et Albert Belano a confirmé le concept de l'innovation inversée. Ça, c'est un terme que je ne connaissais pas, j'ai appris, on apprend tout âge, et soulève la question du besoin en personnel formé. Celui-ci est estimé à plus de 20 par an pour faire fonctionner 38 unités de chirurgie de district. Donc ils se sont donné un programme ambitieux, mais avec le tenus qu'on a vu chez cet homme, on peut penser qu'ils vont réussir. La séance suivante était beaucoup plus une séance des pays hautement développés sur le dépistage précoce des populations à risque de cancer du poumon.
avec une première communication de Bernard Milron, qui a fait de façon remarquable une étude de la littérature sur les conditions et les résultats du dépistage. Il a montré que le dépistage radiologique simple n'était, la radiographie pulmonaire n'était pas satisfaisante, que le scanner complexe n'était pas satisfaisant et que le plus intéressant était le scanner mini-dosé qui permettait de faire un dépistage tout à fait satisfaisant sur des tumeurs T1, N0. Daron a fait un commentaire tout à fait bien positionné en revenant sur la littérature pour montrer que les progrès ont été effectués entre la radiographie pulmonaire simple et le scanner low-dose et a donné la référence qu'il convient de connaître, qui est cette conférence de la NLST, qui est une étude multicentrique internationale publiée dans le New England Journal of Medicine de 2011, qui montre combien on peut, par une attitude qui est très rigoureuse, augmenter le taux de dépistage et diminuer la mortalité à 5 ans. Richard Binet a soulevé ce problème, quel est le bénéfice en nombre d'années sauvées, et ils ont montré qu'ils avaient un bénéfice de plus de 5 ans à la majorité des patients dépistés. Coureau de Lyon a montré l'intérêt du sevrage tablettique associé aux autres outils que sont le scanner low-dose, avec deux questions qui ont soulevé les problèmes. La question de Benamou, est-ce que les micro-ARN sont en dehors du dépistage des marqueurs permettant le suivi évolutif des cancers du poumon? Et la réponse a été non. Et la question de Richard Binet, il a été montré par plusieurs études que le sevrage au cours du dépistage diminue la mortalité, et ceci a été confirmé par la communication de Coureau, qui a parfaitement confirmé qu'il fallait associer à la fois le sevrage tabagique et le dépistage. Falcoz de Strasbourg a fait une excellente communication sur comment éviter les chirurgies diagnostiques inutiles dans les conditions du dépistage. Et les commentaires ont été faits à la fois par Milron et par Coureau pour montrer que la chirurgie diagnostique, c'est la biopsie, et c'est simple. La chirurgie thérapeutique, c'est l'exérèse. Il a fait une parfaite distinction entre ce qui était un et l'autre. Coureau a bien enfoncé le clou pour dire que la chirurgie futile résulte d'une mauvaise indication, et ils ont insisté les deux sur la nécessité de centres de pathologie thoracique intégrés avec des médecins, des pneumologues, des cancérologues, des radiologues et des chirurgiens thoraciques. Enfin, Jalal Aswad de Tenon a fait une excellente communication à mon sens sur le défi de la chirurgie curative des patients issus du dépistage. Et les commentaires faits par Richard Binet ont été: y a-t-il un intérêt à l'examen de pathologie opératoire? Et Aswad nous a dit que c'était très difficile d'obtenir un extempo dans des conditions fiables. Et dans la chirurgie et le curage est nécessaire s'il y a un cancer, mais il est souvent difficile d'avoir un examen extemporané, en tout cas dans les conditions d'exercice tout à fait. Donc merci, je tiens à remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marc. Je me permettrai juste un commentaire, c'est à la suite de cette séance, moi j'ai été un peu perturbé parce qu'ils m'ont vraiment convaincu que le dépistage du cancer du poumon était peut-être une nécessité. Or, dans la commission de l'Académie de médecine sur le dépistage, on a retenu 3 dépistages qui sont le côlon, le sein et le col, en gardant en marge 2 diagnostics précoces qui sont le dépistage que sont la prostate et le cancer de la peau. Et j'en ai parlé au président de ce groupe de travail qui a progressé. Et effectivement, sous la pression de l'INCa et d'autres instances, on n'a pas gardé le dépistage du poumon. Alors que les premières diapositives de Milron étaient très intéressantes parce qu'on voyait, contrairement à nos habitudes, que le cancer du poumon diagnostiqué précocement vit longtemps. Alors qu'on a tous l'idée que quand on a un cancer du poumon, on meurt vite. Je crois qu'il faut quand même le savoir et peut-être que le dépistage reviendra. Voilà, est-ce que ce procès verbal est accepté? Je pense à l'unanimité.